Bonjour, alors ça y est, on a le déclenchement de l'offensive Fury épique par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Alors, je ne vais pas vous faire un compte-rendu des opérations, parce que c'est pas du tout le but de cette vidéo, c'est pas du tout ma compétence de toute façon. Non, ce que je voudrais, c'est remettre ça dans un contexte un petit peu plus, je dirais, historico-stratégique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? D'abord, l'Iran et les États-Unis, dans une histoire très récente, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, et très violentes, et je pense que Trump veut, je dirais pas se venger, mais disons montrer que les États-Unis sont plus la carpette que les présidents démocrates comme Carter, qui a été humilié dans les années 70-80, ou Obama ou Biden. Voilà, c'est pas ces présidents-là qui représentent les États-Unis, mais quelqu'un de fort comme Trump. Et alors pourquoi je dis ça? Parce que par exemple en novembre 1979, l'ambassade américaine à Téhéran a été envahie par des manifestants soi-disant qui étaient en fait des membres du gouvernement, de la police, et ils ont pris en otage les membres de l'ambassade. Alors c'est une violation du droit international, mais à chaque fois quand j'entends droit international, ça me fait un peu sourire parce que c'est toujours à géométrie variable. Bon, l'application du droit international, c'est à la bonne volonté des États, et plus un État est puissant et plus le droit international, il va en faire des cornets à frites, voilà, tout simplement. Donc c'est assez logique. Et c'est pour ça que pour moi, le droit international, c'est un concept de plus de moralité que d'application juridique stricte. Bon, ça c'est un débat philosophique, c'est pas très intéressant ici. Je vous rappelle que les otages sont restés à Téhéran pendant 444 jours avant d'être libérés. Libérés le jour de l'inauguration de Reagan, comme par hasard. Donc c'était vraiment une humiliation de Carter. Bon. Ensuite, en octobre 1983, je ne sais pas si vous vous souvenez, Beyrouth, des attaques suicides ont détruit les bases américaines des Marines et Drakkar, donc l'armée française. Donc c'était donc les proxys de l'Iran, on en parlait déjà à l'époque, les Hezbollah, etc. Et ça a fait quand même 357 morts, donc 241 Américains et 58 Français. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on n'est jamais revenu. C'est-à-dire, normalement, quand on a des morts, il faut se venger. Il faut pas laisser les choses tranquilles comme ça. Trump avait ça derrière la tête également. D'ailleurs, dans un discours, il a cité l'ambassade, les otages à l'ambassade américaine, le Beyrouth, et il a cité autre chose. En octobre 2000, il y a eu le USS Cole. C'était un navire américain, de la marine américaine, de la Navy, qui avait été attaqué dans le port d'Aden au Yémen. Et il y avait eu 17 morts à l'époque. Donc ça aussi, c'était une humiliation. Bon, ensuite, il y a eu, par exemple, avec Obama, ces marins américains qui avaient été arraisonnés par les gardiens de la Révolution et qui avaient été humiliés. Et on leur avait demandé de ne pas se battre. Donc, ils étaient humiliés. Et c'est humiliés par l'Iran, mais aussi humiliés par leurs supérieurs qui leur avaient interdit de se défendre et de se laisser faire. Voilà. Là, encore une fois, Trump ne veut pas que l'Amérique soit un paillasson pour n'importe quel régime autoritaire ou pas d'ailleurs qui se permettrait de faire ça à ses ressortissants. Alors encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je voudrais le répéter parce que c'est important, on prend Trump pour un imbécile, pour un fou, pour un mec qui change d'avis constamment. Je dis pas qu'il change pas d'avis constamment, je dis simplement que c'est probablement, je suis pas dans sa tête, mais c'est probablement une stratégie de confusion. Il veut semer la confusion dans la tête de ses adversaires. Si on est trop comment on appelle ça, prévisible,
on perd un avantage dans la négociation, mais aussi dans l'offensive. Donc on est en position de faiblesse, on n'est pas en position de force. Or, M. Trump adore aborder un problème en position de force, en ayant l'avantage sur son adversaire ou sur la personne en face. Bon, j'avais décrit sa technique de négociation, c'est exactement ça en fait. Et alors, pourquoi est-ce qu'il a décidé de déclencher? Alors évidemment, on va nous dire, ouais, ils veulent encore faire un changement de régime politique, etc. Bon, comme Macron l'a dit, on ne regrettera pas tous ces gens-là. Mais il faut y mettre les moyens et puis il faut avoir l'estomac, pour pas dire autre chose, pour le faire. Et aussi, il faut avoir les moyens. Les États-Unis ont les moyens militaires et financiers pour le faire. L'Europe, non. Non. Déjà, si vous avez de l'électricité chez vous en Europe, tant mieux. Mais c'est pas évident. J'ai entendu certains reportages, les gens sont pris de panique parce que comme le prix de l'essence augmente, ils ont peur d'une pénurie, donc ils sont en train de se précipiter vers les stations-service. Bon, je peux vous dire qu'ici, c'est pas du tout le cas. Bon, enfin, on s'en fout. Aux États-Unis, on a du pétrole, on a le pétrole canadien, on a le pétrole américain, on pompe comme pas possible ici. On a beaucoup de pétrole aux États-Unis. Et aussi, il y a le pétrole vénézuélien qui commence à venir. Voilà pourquoi la politique de Trump n'est pas stupide, c'est une très bonne stratégie. Alors je reviens. Qui est son adversaire principal désigné? C'est pas la Russie, c'est la Chine. Or, qui s'approvisionne en pétrole et en gaz iranien? La Chine. Donc en coupant cette source, il met la pression sur la Chine, tout simplement. Bon, il y a autre chose aussi qui s'est produit, et je ne veux pas être trop technique, il y a une remontée du dollar. Alors je vous avais expliqué que Trump voulait un dollar faible parce que ça l'arrangeait pour des raisons d'exportation et d'endettement du gouvernement. Mais là, le dollar est remonté. Alors certains nous ont expliqué que c'était pour des raisons de couverture. Certains opérateurs se couvrent, donc ils veulent acheter des dollars. Bon, peut-être parce qu'ils ont spéculé sur une baisse du dollar. Donc quand on spécule à la baisse et qu'on doit liquider sa position, on doit se couvrir, donc on doit racheter du dollar. Bon, ok, c'est possible. Ça me paraît un petit peu alambiqué, mais je pense pas que ce soit la bonne raison. On nous explique aussi que le dollar est une valeur refuge. Il y a d'autres, il y a l'or, il y a le franc suisse, il y a des valeurs beaucoup plus stables. Bon, admettons, c'est possible, je ne sais pas, peut-être. Moi, j'ai une autre théorie, et je vais vous la livrer comme ça, et on va voir si ça s'avère exact dans les prochains mois. Et je pense que justement parce que l'Iran risque de tomber, et ça serait plutôt un indicateur, d'ailleurs, le marché en général dit toujours la vérité. Donc le marché est en train de spéculer sur une chute de l'Iran, du régime islamiste de l'Iran, et donc d'une reprise des exportations iraniennes sur le marché international, mais qui se fera en dollars, et plus en yuan ou en je ne sais quelle monnaie que l'Iran accepte pour vendre son pétrole ou son gaz. Et donc il est possible, j'utilise le conditionnel, il serait possible que ce soit les Chinois qui achètent du dollar pour justement se prémunir contre un changement radical des exportations iraniennes. Voilà, donc ça c'est un petit peu ma boule de cristal, hein, c'est mon sentiment, mais c'est ce qui me tend à croire que effectivement ça va bouger très très vite en Iran. Ça va pas durer des mois et des mois comme certains le prédisent, mais ça va aller assez vite. Alors qui va en profiter? Mais évidemment, ce sont les Américains. Les Européens sont complètement absents de cette offensive, Epic Fury, et ils ont
très mollement réagi par rapport à l'attaque sur Chypre. Ce qui prouve que bon, l'Europe, c'est rien, quoi. C'est plus rien maintenant. Et ce qui devrait vous inquiéter plus que nous, les Américains ici, c'est justement cette mollesse. Donc bon, on est dans une situation. Je parle que de l'Iran, hein, je parle pas du reste, ce qui se passe au Liban en ce moment, tout ça. Non, je parle juste de l'Iran, c'est mon thème. Donc, je pense que comme à l'intérieur de l'Iran, il y a énormément de gens qui veulent ce changement. Ils y aspirent, d'ailleurs, ils l'ont payé cher il y a quelques mois en se révoltant. Il y a eu des dizaines de milliers de morts. Donc je pense qu'il y a une organisation sur place pour justement permettre au peuple je dirais pas de se soulever, mais de reprendre en main leur destin, si j'ose dire. Donc je pense que bon, il y a beaucoup de choses. Il y a Reza Pahlavi qui était le prince héritier, qui parlait justement à la télé française et qui disait que lui il serait là pour une transition, mais que bon, ce seront les Iraniens qui décideront. Et je pense effectivement que l'Iran, c'est un pays qui a une très ancienne civilisation qui s'appelait la Perse. Ce sont des gens qui sont très cultivés, très intelligents, qui ont une très vieille histoire, qui sont très politiques. Donc, c'est pas des gens qui vont se laisser mener par le bout du nez. Ils ont cru en cette révolution islamique parce que le Shah a fait beaucoup d'erreurs à l'époque, et je pense que Reza Pahlavi ne veut pas retomber dans les mêmes erreurs que son père. Il y a eu effectivement des erreurs de la part des États-Unis dans les années 50. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'Iran, mais c'est pas très intéressant à ce stade. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de la part des États-Unis, et je pense que Trump justement ne veut pas faire les mêmes erreurs. Et c'est pas une révolution orange qu'il veut faire. C'est pas du tout ça. Ça, c'est la CIA du passé. Je pense que il veut stabiliser le monde pour en faire un marché global. Alors c'est pas la globalisation au sens au sens bureaucratique européiste du terme, mais c'est une globalisation dans le sens où on met tout le monde à contribution pour générer du business, de la croissance, échanger des flux et se retrouver en fait plus riche, plus prospère et dans un cadre plutôt pacifique. Alors dans le Moyen-Orient compliqué, revenir avec des solutions simples, c'est pas évident, mais si on peut bouger un petit peu le curseur au Moyen-Orient pour essayer d'avoir des relations un petit peu plus apaisées, il n'y aura jamais la paix, et ça n'a jamais été paisible le Moyen-Orient, hein, c'est comme l'Europe, c'est en guerre depuis des milliers d'années, donc on va pas inventer une paix en quelques semaines ou en quelques mois, c'est pas possible. Mais au moins, une sorte de statu quo. On arrête de se mettre sur la gueule et on commence à faire du business, c'est pas si mal que ça. Voilà. Donc c'est un peu la philosophie des Chinois d'ailleurs. Hein. Eux, ils investissent des milliards un peu partout pour essayer d'imposer leur économie, leur production, etc. Mais les Américains, eux, le font à coup de bombe, et puis après, c'est à coup de business. À coup de contrat. C'est une autre méthode. On peut critiquer la méthode, mais l'essentiel, c'est que si les filles iraniennes peuvent se promener dans la rue sans être frappées parce qu'elles ont un voile qui est mal ajusté, c'est pas mal. Maintenant, si en Europe, on décide que c'est bien d'avoir un voile, comme dirait un journaliste français, la France est le seul pays arabe à ne pas avoir condamné les attaques de l'Iran sur les pays du Golfe. Petite blague, mais c'était assez drôle et c'était assez juste aussi. Donc voilà. Donc si l'Europe veut devenir pire que les pays du Golfe, c'est son choix. Mais je pense que Trump, de ce point de vue-là, a compris. C'est pour ça qu'il a fait plusieurs discours, lui, Rubio et J.D. Vance, sur justement l'Europe,
là où elle allait, à la vitesse où elle allait aujourd'hui, avec les politiques qu'elle mène aujourd'hui, par rapport... Alors, ce serait extraordinaire d'avoir un Moyen-Orient qui serait beaucoup plus libéral et beaucoup moins radical au niveau religieux, alors qu'on aurait une Europe qui s'islamise et qui devient en fait beaucoup plus dangereuse. Voilà, donc ça c'est un petit peu la conclusion, et c'est pour ça que finalement, en libérant les Iraniens et en éliminant le régime islamiste, on a potentiellement toute cette région Proche-Orient, Moyen-Orient et Asie qui va complètement se libérer, et avec de l'énergie qui va couler un petit peu partout. Donc ça va profiter aux Chinois, bien sûr, mais au lieu de payer en yuan, ils paieront en dollars, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais sinon, tout le monde va en profiter, puisque ça va être un flux de matières premières, d'énergie, et donc une libération économique pour tout le monde, et donc une prospérité extraordinaire. Alors que l'Europe, elle va sombrer dans l'écologie punitive, le wokisme et toutes ces aberrations. Voilà. Donc, moi, je suis assez optimiste pour l'Iran, enfin, surtout pour les Iraniens. Je leur souhaite vraiment le meilleur, parce qu'ils le méritent et parce que ce sont des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui l'obtiendront un jour ou l'autre. Si c'est pas maintenant, ce sera dans un avenir proche ou peut-être lointain, je l'espère pas, mais en tout cas le plus proche possible, et c'est ce que je leur souhaite, voilà, avec une grande réussite. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.